We're here today to celebrate a glorious triumph, and that's what it is, for the cause of peace. And this is a long time waiting, the signing of a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. But today the violence and destruction comes to an end, and the entire region begins a new chapter of hope and opportunity, harmony, prosperity, and peace. Après plus de 3 décennies de crise, s'oriente-t-on enfin vers une paix durable? La RDC et le Rwanda sont parvenus à s'entendre sur 2 déclarations de principe ouvrant la voie à un accord de paix. Le 27 juin d'abord, un premier accord a été signé à Washington par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. En parallèle de ce premier accord, un autre pas important a été franchi dans les négociations engagées au Qatar entre la RDC et l'AFC M23, les rebelles soutenus par Kigali. Le 19 juillet, à Doha, les autorités congolaises et les rebelles ont signé une déclaration de principe. Leur engagement commun, parvenir à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Nous nous retrouvons avec des déclarations de principe et un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Et nous sommes à l'attente ou à la veille de la signature d'un accord de paix entre la coalition M23-AFC et la République démocratique du Congo. Mais si ces avancées diplomatiques sont importantes, elles ne garantissent cependant pas une sortie de crise immédiate. C'est ce qu'a expliqué Romain Gras, journaliste de Jeune Afrique spécialiste de la région des Grands Lacs, sur TV5 Monde au lendemain de la signature de l'accord de principe de Doha. Il y a un symbole, je pense qu'il ne faut pas minimiser, parce qu'il y a quelques semaines encore, c'était impensable d'imaginer un représentant du gouvernement congolais et une délégation du M23 se rencontrer face à face. Ça a longtemps été une ligne rouge des autorités congolaises, ligne rouge dont ils ont dû s'accommoder au fur et à mesure du contexte aussi à la fois diplomatique et sécuritaire. Maintenant, il faut prendre la juste mesure de ce qui a été signé. C'est une déclaration de principe qui rappelle des choses assez basiques. Il y a des points beaucoup plus épineux qu'on va devoir aborder plus tard lors des négociations pour l'accord concret. Alors que plusieurs tentatives de médiation avaient été lancées ces dernières années, du processus de Luanda à celui de Nairobi, c'est à Doha, au Qatar, que le pas décisif a été posé. C'était le 18 mars 2025. Ce jour-là, pour la première fois depuis la reprise des combats dans l'est de la RDC, le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi discutent ensemble sous l'égide de l'émir du Qatar. Les accords trouvés ensuite à Washington et Doha ne sont cependant qu'une étape, et le succès du deal signé sous l'égide de l'administration Trump dépend, au moins en partie, de l'avancée des négociations qui se déroulent au Qatar. Les principales pierres d'achoppement, pour la RDC, le retrait du M23 et des troupes rwandaises et le retour de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Est. Pour le Rwanda, la neutralisation des FDLR. La grande question, c'est d'abord de savoir qui sont les FDLR. Il se dessine 2 conceptions. D'une part, les FDLR sont considérés comme les forces génocidaires, les combattants Hutus à la base du génocide de 1994 au Rwanda, réfugiés au Congo, devenus forces visant à déstabiliser le régime rwandais. La deuxième conception consiste à considérer que les FDLR, c'est non seulement ces combattants Hutus, ex-Interahamwe et autres génocidaires de 1994, mais aussi leurs descendants occupant des pans entiers au nord et sud Kivu et formés dès l'âge de 15 ans à des combats sur fond d'idéologie génocidaire. Des conditions auxquelles on peut ajouter, en toile de fond, les importantes richesses du sous-sol de l'Est de la RDC, en cobalt, coltan ou encore or et diamant. Je crois que la question de la crise sécuritaire à l'Est du Congo et pour le Rwanda n'est pas qu'une crise économique, comme beaucoup le disent. Ça reste aussi une crise sécuritaire sur le territoire et la sécurité du régime. Pour eux, c'est un enjeu vital d'avoir le contrôle sur les régions du Kivu, qui sont des entrées aussi directes vers le Rwanda. Et donc, ce problème ne pourra trouver une solution durable que si la RDC devient réellement un État solide et stable. Les minerais critiques, stratégiques pour les entreprises de la tech et de la transition énergétique,
sont dans le viseur de l'administration Trump. Des groupes américains comme Cobalt Metals, Dinam Capital ou encore Anzana Electric Group se sont d'ailleurs d'ores et déjà positionnés. Je pense qu'il y a un double objectif pour le président Trump. C'est que d'un point de vue de la guerre en Ukraine, il s'est rendu compte qu'il avait été trop vite en besogne et qu'il a donné des promesses qui ne se réaliseraient pas et qu'il lui fallait se construire l'image d'un homme de paix dans le monde, capable de régler les conflits dans le monde. Et donc, il a très vite, il s'est dit qu'il pouvait compter sur la crise congolaise, la crise entre la RDC et le Rwanda, pour pouvoir être cette personne qui apporterait la paix, parce que selon ses conseillers, sans doute, ils lui ont expliqué que c'était une crise peut-être à plus basse intensité que ce qui se passait en Ukraine, et que ça pourrait être beaucoup plus simple et facile pour lui de la régler. Les objectifs de Washington sont clairs, garantir l'accès à des ressources stratégiques. Mais qu'en est-il de Kinshasa? La RDC ne risque-t-elle pas de perdre une partie de sa souveraineté sur les ressources de son sous-sol? Non, face à un président Trump qui est très imprévisible et dont on ne sait pas vraiment bien, je dirais, circonscrire les scénarios quant à ses agissements, la RDC, je pense, compte justement sur cette imprévisibilité du président américain pour qu'un jour il puisse lever le temps contre le Rwanda. Mais lorsqu'on analyse les termes de cet accord négocié avec le soutien du département d'État américain, je pense qu'il faudrait rester très très prudent, puisque la grande question ici, c'est non seulement les termes de l'accord, mais surtout ce que les parties belligérantes en pensent. Plusieurs rencontres sont prévues dans les semaines qui viennent pour faire de ces déclarations de principe un réel accord de paix global. Les États-Unis ont donné le 18 août comme date butoir, pas sûr qu'il soit entendu.